Bonjour à tous, on est navré du petit retard, mais pardon, comme on vous l'a annoncé, les terrains innovants se sont délocalisés pour cette nouvelle conférence et on est en direct du PED Show, le salon international de l'EdTech en Angleterre, à Londres. On a plusieurs intervenants aujourd'hui qui sont là pour nous parler de l'IA au niveau international. Comme vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le 5 décembre que tous les élèves de seconde seraient accompagnés par MIA, une intelligence artificielle à domicile. On a donc Thierry de Villepulière, de l'entreprise Evidence B qui est à l'origine de MIA. Un des partenaires. Un des partenaires. Avec DocaPost. Oui, c'est vrai, avec DocaPost. On a juste à côté, alors, Fernando Valenzuela Migoya, président de Ed Latam Alliance en Amérique latine, alors qui maîtrise pas vraiment le français, et comme je ne vous infligerai pas mon anglais, Thierry va accompagner. Et comme mon espagnol n'est pas fluent, on va faire de l'anglais. Voilà. Peut-être que vous nous aiderez à comprendre d'ailleurs. Alors, Fernando, Ed Latam, c'est quoi? Yeah, so it is a network of Latin American leaders representing over 20 different countries. And basically this network works in all of technology integrated to education across all of Latin America. Donc, qui représente une association qui porte plus de 20 pays d'Amérique latine, avec une expertise dans l'éducation numérique, et notamment en IA, mais dans tout ce qu'on partage ici sur les technologies dans l'éducation. Juste à côté, on a Borut Kampelj, responsable de l'éducation numérique au ministère de l'Éducation nationale, des sciences et des sports, comme nous, en Slovénie. Enchanté. Donc, on va baragouiner en anglais et en français. OK. I will try. Juste à côté, alors, on a Lise Galuga, qui est enseignante et formatrice au numérique. Elle nous vient du Canada après un rapide passage en Belgique, rapide 2 ans. Et c'est une de nouvelles voisines puisqu'elle est à Paris. C'est ça. Donc, j'arrive sur Paris et puis je suis heureuse d'être là. Je suis francophone, donc on n'aura pas de traduction à faire. C'est bien. Sauf qu'on me dit souvent que mon français, c'est pas exactement le vôtre. Ça va. Le Canada. On va se comprendre. Et à côté de vous, Carla Hart, experte en politique des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'IA et de l'éducation au niveau international. Et elle est basée, elle, pour le coup, en Angleterre. Oui, c'est vrai. Je suis belge, j'arrive en Angleterre. D'accord. Et mon boulot est vraiment dans le EdTech et les sciences cognitives aussi, pour informer la politique, l'enseignement, les startups. Donc, c'est assez. Faites un peu le lien Oui, entre oui, tous ces oui, univers oui. qui ne se rencontrent pas Oui. toujours, qu'on n'a Voilà. pas la Et même. je travaille pour l'instant avec une université aux Pays-Bas pour la stratégie d'innovation de l'université. Donc, c'est assez mixte. Oui. OK. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est que chacun d'entre vous présente un peu ce qui se passe dans son domaine d'expertise, dans son pays, pour ceux qui sont vraiment rattachés à un pays. Et on vous propose, comme la dernière fois pour les tables rondes, de nous poser vos questions au fur et à mesure. Si l'un des intervenants, si vous souhaitez réagir à l'intervention d'un des intervenants, ou d'une intervenante d'ailleurs, n'hésitez pas, Élodie, tu fais le relais? Oui, effectivement, je reprendrai les questions du chat au fur et à mesure. Et on commence par les femmes, toujours. Carla Hart, expliquez-nous un peu ce que vous faites en fait. OK, c'est assez fluide, comme la définition de PMA. Oui. Donc, je travaille beaucoup avec des startups en EdTech. Ça fait 22 ans, je crois, que je travaille dans l'EdTech. Mais je suis vraiment intéressée à l'EdTech pour augmenter l'enseignement. Et surtout pour augmenter comment on apprend. Que les étudiants puissent quand même apprendre mieux. Et aussi, je travaille sur le futur. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de regarder l'enseignement comme il est maintenant, de quoi les étudiants ont besoin
d'ici quelques années, parce que le monde est en change, est énorme. Donc, il faut quand même qu'on pense à améliorer l'éducation pour que les étudiants puissent avoir un futur qui est quand même plus flexible, parce que le travail et tout ça, ça va changer énormément. Et l'IA va être tout à fait au milieu de tout ça. Donc, Alors, l'IA, on va redéfinir, parce que des gens comme moi, c'est l'IA, c'est ChatGPT. Donc, comme je disais, l'IA est quand même assez fluide. Donc, on a, par exemple, Évidence B, une plateforme qui travaille surtout avec l'adaptivité de personalized learning de chaque étudiant, basé un peu sur les sciences cognitives aussi, pour que les étudiants puissent avoir un trajet qui est personnalisé. Et ça, ils utilisent plutôt machine learning dans un contexte pour cette plateforme. Tandis que quand on parle de ChatGPT, et il y a beaucoup d'autres, hein, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais maintenant, surtout quand on parle de l'IA, tout le monde, la réaction primaire, c'est « Ah, ChatGPT ». Donc ça, c'est tout à fait différent de ce que Thierry fait avec sa plateforme. Donc ça, c'est des large language models. Donc on utilise la langue, le langage, pour communiquer avec un agent, si vous voulez, qui est mais c'est engage dans un dialogue. Donc, c'est vraiment dialogique, ce qui présente énormément de potentiel pour les pédagogies. Ok, mais alors, moi, j'ai encore posé la question. Quand on pense à demain, on pense à une intelligence, à un assistant personnel au quotidien avec qui on pourrait avoir des conversations. On pourrait être même amis, quand on regarde un peu les films d'anticipation, amis avec son ordinateur. Et en quoi des EdTech comme Évidence B, avec ces logiciels, préparent en fait le monde de demain? C'est une bonne question. J'essaie. C'est pas évident. Je ne vais pas dire que c'est évident du tout. Je crois que c'est assez compliqué. Mais si, comme vous dites, enseignement est basique. Donc, c'est tout à fait c'est difficile, mais il faut quand même intégrer le moyen d'avoir des conversations avec cet agent ou les agents dans un scénario en classe qui va quand même être un peu différent de ce qu'on fait maintenant. Donc, ça peut être beaucoup plus collaboratif avec les élèves, les étudiants et les enseignants. Et la pédagogie qui pourrait augmenter l'expérience de l'étudiant va être beaucoup plus attractive, mais aussi, je crois, beaucoup plus critique. Donc, c'est-à-dire, quand on engage dans ce dialogue, c'est vraiment facile de poser une question, mais si la question est superficielle, ça ne marche pas. Donc, par exemple, le métacognitif peut être développé beaucoup plus dans ce dialogue que ce qu'on fait maintenant dans la pédagogie en classe. Donc, c'est compliqué pour Thierry. Je suis sûre qu'il travaille dessus déjà. Pour comment est-ce qu'il peut intégrer un agent dans mon enfant. Oui, finalement, moi j'ai un peu l'impression que ce type d'outil, en fait, puisque pour l'instant c'est quand même un outil, ce type d'outil permet de préparer l'élève à avoir en face de lui un appareil, un ordinateur, etc., qui réagit et qui s'adapte à ces questionnements. C'est ça, Thierry? Donc, ce schéma-là existe. Je pense qu'effectivement, on a une pluralité d'algorithmes qui servent toute la diversité des situations pédagogiques. Donc, un tuteur qui puisse aider les élèves, c'est un des scénarios. Le cœur de l'éducation, pour nous, c'est plutôt d'aider les enseignants dans leur travail vis-à-vis des élèves. Ouais. Et donc, le scénario du tuteur est un des éléments dans la panoplie dont va disposer l'enseignant, mais effectivement, ce qu'on fait avec l'apprentissage par renforcement,
c'est plutôt des exercices qui s'enchaînent, qui remontent à l'enseignant, des alertes sur ce que l'élève a compris ou pas compris. C'est moins un tuteur qui laisse l'élève en autonomie avec le dispositif. Et encore une fois, les algorithmes sont à chaque fois des objets techniques qui ont une finalité limitée. Là, on a parlé des modèles de langage comme tuteur, c'est des phrases qui vous sont données dans une situation. L'apprentissage par renforcement, c'est des parcours qui sont faits pour l'élève. On a des algorithmes, par exemple, de clustering. Ça regroupe pour un enseignant des élèves qui se comportent de la même manière. Ça donne un indicateur sur comment se comportent les 40 élèves ou les 30 élèves suivant les pays, 80 en Égypte, de la classe pour des pédagogies différenciées. Donc, en fait, nous, on réduit l'IA à chaque fois une technique, et cette technique peut avoir différents usages, plus que l'IA en général, sur l'éducation en général. Donc, on réduit la baudruche à des éléments, et chacun de ces éléments peut avoir des effets sans intérêt, comme on pompait avec ChatGPT, ou des effets intéressants pour, effectivement, renforcer l'apprentissage. Mais je pense que c'est l'expérience internationale ici qui est plus intéressante que la mienne. Oui. Une autre qui parce que c'est facile de parler de l'IA et d'oublier l'humain. Ouais. Et donc, dans la classe et dans la pédagogie, il faut quand même avoir la connexion de l'humain avec la machine. Et ça, c'est important de sauvegarder cette connexion, parce que sinon, ça va dérouler. OK. Et Fernando, alors, chez vous, comment ça se passe concrètement? So the way we are seeing this impact is first, for the first time, we are seeing a lot of impact in humanity and a lot of impact in the capital. So the amount of investment in AI and the amount of adoption of AI for the common teachers is going to be pretty much the same. So that is a unique phenomenon that we are facing. Ce premier commentaire, c'est de dire qu'en fait, on est dans une approche très globale et que l'impact de l'AI est à la fois très important dans l'éducation vis-à-vis des enseignants, mais aussi dans le secteur économique. On voit ces inflations, ces bulles d'investissement, etc. Donc, il y a un impact économique et forcément la relation entre les deux, le fait qu'il y ait un impact fort économique rebondit, aura des conséquences sur l'impact sur l'éducation. C'est ce dialogue entre les deux que Fernando, au premier point. So the next layer, given those two phenomena, is that now we have things that are human and things that are machine. So the conjunction between human and machine allows us to think there are specific areas where the machine is going to replace a human activity. There is another where it's going to displace it. The other thing is that it's going to complement human activity, then it's going to augment the human activity, and finally elevate. So you have these two layers, human activity and machine. Donc, cette puissance, on va dire, et dans l'éducation et dans l'économie, donne un double impact, à la fois la part des machines et la part des humains, et comment l'équilibre entre les deux va se jouer. Il y a des cas où la part des machines, la part de l'IA va remplacer. Il y a des cas où la part des machines va augmenter. Il y a des cas où la part des machines... So, for example, so augmented, replace, elevate, and the fourth one that was complémenté. Donc, en tout cas, tout le jeu est dans l'articulation entre l'humain et la machine. Et c'est Et c'est à quel moment l'institution intervient pour trouver la place de la machine, ou on laisse les choses se faire naturellement? No, I think everything is going to be designed. So we're going to design the complement, design the augmentation, design the replacement, because it has to be more human activities that are very quality and more machine activities that are very quality. Is it what you wish or what you think will happen? No, I think we are designing for that. We are trying to get those layers designed as much as possible. Donc, sa position, c'est que la question, c'est finalement comment vont s'articuler ces machines et ces humains. Et la position
optimiste, mais visiblement convaincu, Fernando, c'est que c'est bien l'humain qui va décider de la juste place des AI. Il ne semble pas craindre une émancipation, une main invisible, un peu toutes sortes de fantômes sur les AI. C'est les humains qui ont la main sur le rôle de l'AI et des machines de façon assez ferme dans ces convictions. Mais c'est parce que vous le gardez en main? See, it's difficult to regulate to Right, that that's level, it. but what we can do is design for that. And then in education specifically, you design for a better human interaction, a better social interaction, and a better machine complementation. So this is more than a regulation, is a design. And the way, finally, we're doing this is through 3 layers, what we call mindset, then skill set, and finally tool set. So the teachers are being developed now to not be trained, but also to have the right mindset for this, then the right skill set, and finally the right tool set so they can do it. Donc, toujours optimiste sur le fait que c'est bien l'humain qui va piloter ça. Fernando a des responsabilités par ailleurs au ministère de l'Éducation au Mexique. Donc, cette conviction, on dirait une implémentation politique qui dit qu'il y a 3 articulations qui permettent d'être optimiste sur ce pilotage. Donc, un état d'esprit, mindset. D'abord, un état d'esprit de mettre à sa juste place la machine et les AI. Et elle n'a pas à décider. Tool set, alors skill set d'abord, des compétences, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un état d'esprit, il s'agit de bien comprendre ce que fait chacun et comment on les articule. Et ensuite, tool set, c'est des outils qui permettent ce bon pilotage et cette bonne direction. Donc finalement, on peut dire que le milieu de l'éducation, c'est un excellent terrain d'entraînement pour savoir comment trouver la place de l'IA au sein de notre société. Est-ce que education a good example when you have AI in any field of the economy? Could we pretend education is one of the field that should be example of the good practices? So this is a very interesting one, because the first reference that we got to bridge to education was the consulting business. And the consulting business, because it's a highly knowledgeable area and highly social network. So what happened in the consultants, which was one of the first to integrate AI, was they got 12% more activities for the people that use AI than the consultants that didn't use AI, 12%, then 25% faster, so a speed, and then 40% better quality. So we are using that reference from the consulting to say, what happens if teachers could do 12% more activities, do it 25% faster, and 40% better quality as the consultants are doing. Since we don't have any other reference, we're using that. Donc, la question par rapport aux différents systèmes, enfin, le domaine de l'économie, ce que dit Fernando, c'est que c'est le domaine du consulting qui a été le premier à adopter l'intelligence artificielle dans son fonctionnement et donne 3 chiffres de l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier de consultant et sur le consulting. Et donc, ils sont plutôt des chiffres encourageants. Et donc, du coup, que ça a augmenté de 12% l'activité des consultants. Donc, un consultant évite d'avoir une activité qui est florissante. Donc, oui, ça augmente l'activité du conseil. 25%, c'est la rapidité. Ça vous permet de faire vos tâches plus rapidement. Donc, il y a toute une série de tâches qui peuvent être accélérées grâce à l'usage de l'intelligence artificielle, toujours dans ce business du consulting. Et 40%, la qualité de ce qui était apporté par les consultants était améliorée grâce au travail de l'IA. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à l'éducation, oui, mais ça veut dire que c'est la référence aujourd'hui dont on dispose sur un business en particulier. One last thing, Okay. And the other thing is that in education, we still have subjects and areas. So science, humanity, arts. What happened with AI is that those are blurred. So you don't have the barrier. So the data from sciences, humanities, and arts in AI comes a little bit more together, and that was an impact in education. Donc, autre sujet donc, sur
la façon dont sont structurés les curriculums, qui sont encore partout dans le monde, même s'il y a une réforme en Finlande avec des impacts, sont disciplinaires, avec 3 grands domaines qui sont les sciences, les humanités et les arts. Et une grosse partie de l'impact de l'intelligence artificielle, c'est de mélanger ces différents domaines. La transversalité. Donc, on arrive sur plus de transversalité probablement avec ces outils. Merci Fernando. Alors, Borut, en Slovénie. Je voudrais présenter quelques activités, projets sur sur l'intelligence artificielle pour l'éducation. Nous avons le projet en scientifique, niveau scientifique et niveau professionnel pour l'école. Le premier projet est Erasmus Project. Et le projet est porté par l'institution française, FEI, Federal Institution in Education. Oui, FEI. Yeah, FEI, yeah. Le projet est intéressant pour France aussi. Sur le site, il y a MOOC. MOOC. Alors, le MOOC, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense que nos spectateurs connaissent, le MOOC, c'est les formations qu'on peut suivre en ligne et qui sont diplômantes en général. Oui. Aussi, un manuel est ouvert. Artificial intelligence pour les enseignants. Oui. C'est online version. Oui, en fait, il y a des ressources pour comprendre un peu l'IA en ligne. Et le nom du projet, je crois que c'est AI for Teachers. C'est ça. AI for Teachers. D'accord. AI for Teacher. D'accord. C'est ça le. D'accord. Ok. Yes. Alors, le site, Ça s'appelle comme ça. AI4T. Et vous, en Slovénie, vous êtes dans ce projet? Vous Oui. êtes partenaire de ce projet? France, Slovénie, Irlande, Luxembourg. Okay. Yeah. La semaine dernière, nous avons une conférence finale à Luxembourg. Ok. So, le projet finit. Et c'est quoi ce projet en fait? C'est quoi l'idée de ce projet? Intelligence artificielle pour les enseignants. Oui. Nous avons préparé le MOOC. Oui. Alors, maybe in English, in all countries we had teacher training, Yeah. and then we have also qualitative and quantitative approach. Okay. So we can see what we really done, but in all countries there are some results. But I mean, if I had time, I could also present the results because this was meant for teachers. And then we saw what we done in each country. And the results is also recommended. Okay, sorry. En gros, si je comprends bien, c'est que c'est une recherche qui regroupe plusieurs pays sur l'IA. Et vous, vous êtes réunis pour, il y a une semaine, c'est ça, travailler sur les résultats de cette recherche. Et vous me proposez de nous les présenter. Oui. Avec plaisir. Yeah. And this Erasmus project are meant for policymakers. So we can then see what is really impact of AI and what we should do in the future. Okay. Donc, c'est un projet par rapport à une question sur les tuteurs en ligne qui est centré sur les profs, puisqu'il s'appelle AI for Teacher, donc la réflexion sur l'intérêt de l'intelligence artificielle pour les enseignants, et notamment pour les décideurs politiques des politiques éducatives. Donc, ce projet est terminé puisqu'il y avait la conférence de clôture, c'est un projet Erasmus, donc tout le monde a maintenant accès à ce MOOC, au livre, au manuel libre qui est la conclusion de ces études. Et au fil du projet, il y a des études qualitatives et quantitatives, avec des recommandations sur le bon usage de l'IA, de l'intelligence artificielle pour les gouvernements. Je ne connais pas les conclusions, mais en tout cas... Mais en fait, quelque part, on a affaire à une sorte d'acte de formation pour les enseignants qui souhaiteraient un peu s'auto-former en fait à l'IA et comprendre un peu ce que c'est l'IA.
this was for general teachers. Okay. Yeah, mostly for math teachers and English teachers. Ok. And it was not for experts on AI. Ok. C'est vraiment pour les Yeah. Voilà, exactement. Et ça, c'est compréhensible ou pas? Alors, les résultats. Yeah. Merci beaucoup. So you would like to present some results? Yes. Okay, please. okay, I will. Okay, j'ai seulement les résultats en Slovénie, Oui. Bien. mais les résultats sont en ligne. D'accord. Yeah. Sur le site, ça. Sur le site. Sur le site, not en ligne. So here, you know, I cannot show others, but here is the quantitative evaluation was about how the teachers rate their knowledge on AI. Donc, So- comment les enseignants évaluent leur connaissance de l'IA? C'était avant la formation ou à la fin de la formation ou... Non, d'accord, il n'y avait pas de Yeah. contexte de formation, d'accord? So and pre-test, there was a pre-test. This blue is pre-test, Ouais. and the red is post-test. D'accord. So you can see, no, yeah. Maybe it's all around, sorry. D'accord. So you can see that there is some difference. Yeah. The red is post-test. So Ok. more teachers knows that this is very good and very bad. Ok. So you can see that after we have a 24-hour course, Okay. and after the course, we can see that the teachers do more. Ok. But Donc, okay. Donc, si je comprends bien, hein, Thierry, tu me rectifies. Après, en fait, il y a des tests avant, des tests après, et on voit bien qu'après les 24 heures, c'est ça, de temps de formation, on voit quand même un gain de connaissances. Les enseignants, en tout cas en auto-évaluation, estiment savoir plus de choses, avoir plus de connaissances sur l'IA après la formation. C'est ça? Maybe nous avons aussi le questionnaire pour students, pour Les élèves. les élèves. D'accord. Mais but there was not pre and post test. D'accord. Il y a pas eu But d'avant we et après. at least Ok. had in Slovenia we have 4,690 students. Qui ont été interrogés. 4690 élèves ont été interrogés. So it's a good number because this is actually the first evaluation, and this is how they rate their knowledge. So you can see a lot of students are left. Oui. They don't know. They don't know about what is AI. Ok. Finalement, l'IA est partout, mais on se rend compte quand on y interroge les élèves qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Tu penses, Thierry, qu'on aurait à peu près la même situation en France? Yeah, in Parce qu'il y a une... yeah. vous l'avez fait? And maybe even more interesting is that when we ask teachers in pre-test if they have some fear about AI. Ils ont peur. Hein. Quand on interroge les enseignants en pré-test pour savoir s'ils ont peur, si l'IA les effraie. Yeah, and you can see that in pre-test in Slovenia, 23% of teachers said that they don't trust AI, they are afraid. Il y a 22% des enseignants qui, en pré-test, sont assez effrayés finalement de l'IA, ont peur. Et après l'acte de formation, on a 40% d'enseignants qui sont plus confiants dans cette nouvelle technologie. Yeah, so you can see when teachers know more about AI, they are more afraid. Finalement, parce que c'est un débat qui traverse aussi la société française, celui-ci. Qu'est-ce que l'IA? Est-ce que l'IA ne va pas remplacer les enseignants? On en parlera après. Cette chose, ça traverse d'autres pays et on voit qu'il suffit de former, d'informer et de former pour que les doutes se lèvent et pour que la place de l'enseignant soit rassuré sur sa place finalement. But when they are enjoy with AI is also higher. So the trust is, non-trusting is higher, but also enjoy is higher. So this is, I think, it's a good result because this is really. Oui, c'est-à-dire que même ceux qui étaient plutôt confiants dans l'IA
le sont encore plus à la suite de l'acte de formation. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. OK, merci. On va donner un peu la parole à Lise quand même, Galia. Donc, Lise, vous êtes enseignante, vous êtes formatrice, donc vous allez peut-être nous parler un peu du quotidien. Je suis plus dans le terrain. Oui, voilà, du terrain. Et comment finalement s'approprier ces outils. Et moi, je vous poserai cette question à vous parce que je la pose à chaque conférence, je crois. Oui, des interactions entre élèves. Parce que c'est quand même, je ne sais pas si vous avez vu Wall-E, beaucoup de personnes ont vu Wall-E et ces personnages qui sont seuls devant un écran et qu'il n'y a plus d'interaction avec eux sont assez effrayantes. Et je pense que beaucoup de Français ou d'enseignants, quand on voit les inquiétudes qu'ils ont, se disent « Oui, mais quand on met l'IA, il n'y a plus le groupe, il n'y a plus le collectif, on ne fait plus classe, il n'y a plus de classe. » Donc, est-ce que on peut éviter, on peut lever les doutes, pardon, là-dessus? Je suis d'accord qu'il y a plusieurs peurs au niveau de l'enseignement. Moi, j'arrive du terrain, je suis enseignante en salle de classe, je suis passée à formatrice et j'accompagne les écoles qui font la transition vers le numérique. Et on me pose souvent la question où en est l'IA dans les écoles? Est-ce que ça va transformer l'éducation? Puis moi, je réponds, ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On transforme déjà l'éducation avec ça. Les élèves s'en servent déjà. Il est trop tard de dire est-ce qu'on devrait. On est rendu avec un outil. Puis on doit apprendre à le maîtriser. Puis on doit surtout permettre à nos élèves d'apprendre à le maîtriser d'une façon où on ne perd pas le collectif, justement, et l'interaction humaine. Quand Carla a parlé de l'IA et l'humanité dans l'IA, ça me trouve beaucoup. Parce qu'en salle de classe, c'est essentiel. Je trouve qu'en éducation, on en est encore, dans le monde de l'académie, on est encore à nos débuts dans tout ça. Donc, je trouve qu'on est encore en mode apprentissage parce qu'on n'a pas encore trouvé la vraie solution. On a plein d'outils qui nous arrivent et puis on doit soulager les peurs des profs qui se disent « est-ce que je vais être remplacé ?» Puis en même temps dire « mais il y a des outils ici qui peuvent venir vous accompagner dans votre travail. » Mais je pense que la peur d'être remplacé, pas vraiment, c'est vraiment, je pense que c'est la relation. Vous savez ce qu'on appelle l'effet maître, la relation qui est quand même centrale dans le métier d'enseignant. Mais la peur, elle peut aller loin. Oui, il y en a, bien sûr, mais je pense que c'est plus extrême. Mais je pense qu'une grande majorité des enseignants, leur souci premier, c'est de garder ce lien, en fait. Voilà. Parce qu'on a un métier du lien quand on enseigne. Donc voilà. Puis je trouve que ces conversations-là reviennent aussi aux conversations qu'on avait vues déjà de nombreuses années en lien avec la calculatrice en salle de classe. Oui. Donc, on se disait au tout début, quand la calculatrice est arrivée, nos élèves vont arrêter par cœur et ils vont chuter dans les scores mathématiques et il va y avoir plein de difficultés. Et en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à maîtriser l'outil en accompagnement de l'apprentissage. Et oui, il y a des barèmes à mettre en place pour éviter qu'on détraque complètement. Ouais. Et comme ça, en mathématiques, par exemple, il y a encore des examens où la calculatrice n'est pas permise, etc. Mais je pense que l'IA va permettre d'économie de temps pour le prof. Et un peu les outils, comme Thierry décrivait, va permettre au prof lui-même de mieux peaufiner sa façon et son approche, d'être capable de venir gérer ça. Mais surtout les données de synthèse dont tu parlais. Nous autres, on appelle ça les insights en anglais. C'est vraiment les données qui vont nous permettre de déceler les besoins des groupes des élèves, pas dans l'intention de les séparer, pour éviter qu'ils puissent communiquer ensemble, dire ben, toi, c'est ton parcours, un point, c'est tout, tu fais ton parcours avec l'ordinateur, mais pour vraiment permettre d'identifier quels outils peuvent répondre à des besoins. Donc, ça, je donne un quiz à mes élèves et l'IA m'indique que la question 7, elle a été ratée ou il y a eu plusieurs tentatives comme élèves. Et moi, ça me permet alors de retourner voir quelles sont les notions de la question 7 et maintenant, de quelle façon je peux aborder ça, mais au niveau du groupe nécessairement, pas seulement. Donc, il y a des pas dans une relation duelle seulement. C'est ça. Mais il y a des choses gagnantes comme ça. Au niveau du Canada, nous, on a un étude qui est sorti par la société KPMG juste en août 2023. Donc, c'est quand même récent. Et les étudiants de 18 ans et plus, donc c'est un petit peu plus vieux que les élèves du secondaire,
mais ils ont admis à 52% qu'ils utilisent l'IA quotidiennement dans leurs études. À 18 ans et plus. À 18 ans et plus. Bah, je suis maman d'un lycéen. Hein. Je l'ai pris plusieurs fois et utilisé. Voilà, Et donc, 52% des jeunes avouent l'avoir utilisé. 60% des jeunes avouent que c'est possiblement de la tricherie. Donc, c'est pas qu'ils savent pas que c'est peut-être pas leur travail, mais ensuite, il y a 70% qui disent qu'ils ont fait passer le travail comme si c'était le... D'accord. Peut-être qu'alors, l'enjeu, il est là, peut-être. Leur apprendre à utiliser cette intelligence artificielle, là, dans le cas de ChatGPT, etc., je ne cite que ça, pour que ça devienne un outil au même titre que les encyclopédies qu'on avait à la maison, au même titre que le dictionnaire. Je suis tellement contente que tu viens de dire ça, parce que c'est exactement ce que j'ai comme rêve. Moi, mon rêve, c'est de permettre aux gens d'apprendre différemment, mais on a un nécessaire d'encadrer. Encadrer pas seulement les profs qui vont avoir à utiliser ces outils-là, mais encadrer les élèves qui auront à naviguer, quel genre de questions je peux poser, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et ensuite, je prends ça comme point de départ, alors, pour bâtir quoi? Mais c'est assez révolutionnaire quand même. On ne peut pas le nier dans le sens où, surtout dans le second degré, ou alors on va être un peu plus dans le disciplinaire, on peut être démuni en tant qu'enseignant si on se dit non mais toutes les informations de type savoir, académique, etc., ils peuvent les avoir. Donc finalement, est-ce que ça ne transforme pas le métier? Oui. Oui, je suis 100% d'accord qu'il y a une transformation qui s'en vient. C'est pour ça que je dis que c'est déjà le cas. La transformation, elle est... On a quand même un train de retard. Elle est là. Non, je ne trouve pas que c'est nécessairement un retard, mais je trouve qu'on a un travail à faire. Et on a vraiment des pas à prendre qui ne sont pas tous épeurants, qui ne sont pas tous, on va aller directement à, il n'y aura plus de profs d'ici 3 jours, les élèves ne se parleront plus. Mais l'idée il y a des usages et il y a un apprentissage de l'usage qui est important. Et moi, je travaille beaucoup à un rôle central dans cette approche. Absolument, absolument. Et dans le concret, les écoles au Canada, elles sont en plein dans les politiques. Comment est-ce qu'on va créer une politique pour l'utilisation de l'IA? Est-ce qu'on va ne pas le permettre? Est-ce qu'il va y avoir de la discipline? De quelle façon? Donc, il y a plein de réflexions qui se font à ce niveau-là. Au Canada aussi, on a plein de réflexions au sujet des outils qui disent être capables de déceler l'utilisation de l'IA. Oui. Et ça crée des difficultés parce que il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment de tâche qui dit c'était un travail qui est un outil anti-plagiat qui existe. C'est ça. Puis ensuite, à quel niveau, combien de modifications l'élève doit-il apporter avant qu'on dise que c'est son propre travail? Ouais. Parce qu'on peut utiliser ça comme point de départ quand même. Si moi je fais une inspiration d'une peinture, mais c'est ma peinture par la suite, tu vois, c'est un petit peu la même idée. Donc, il y a plein de réflexions qui se font comme ça au Canada en ce moment-ci. Vraiment, des réflexions qui, je pense, traversent aussi la France. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de cette IA? Est-ce que ça va devenir un outil qu'on va, au contraire, investir pour pouvoir justement accompagner au mieux les élèves, donc les futurs citoyens? Ou est-ce qu'on va le proscrire complètement? Et je crois qu'il y a plusieurs écoles. Et c'est un débat politique. Et je pense que il y a la peur. Et donc, quand les gens ont peur, on veut dire, bon, on n'utilisera pas. Mais c'est un peu comme la technologie en salle de classe. Si on dit les élèves n'utiliseront pas, mais alors ils vont arriver à l'université, ils ne seront pas préparés. Ils n'auront pas les compétences nécessaires. Les citoyens de demain. Et il y a tout ça. Et donc, le petit projet qui me tient beaucoup à cœur, c'en est un qu'on va travailler en France, justement, dans la région de Dijon, pour permettre aux élèves d'apprendre les concepts sous-jacents de l'IA. Donc, on va leur montrer comment fonctionne le machine learning, de quelle façon les modèles sont développés pour être capables de prendre les décisions qu'ils prennent ou donner les réponses qu'ils donnent. Et donc, Google a un outil qui s'appelle Teachable Machine. Et avec cet outil-là, tu peux, disons que j'avais des illustrations de poissons rouges et de poissons bleus, tu peux montrer plein de différents poissons rouges et dire à l'ordinateur que ce sont des poissons qui sont venimeux. Et ensuite, montrer plein de poissons bleus. Puis ensuite, dire à l'ordinateur que ce sont des poissons qui sont mangeables, comestibles. Et ensuite, avec ça, je peux prendre une nouvelle illustration que l'élève va dessiner lui-même, la montrer à l'ordinateur et l'ordinateur va répondre. Et alors, l'élève commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. En fait, ça vient de son C'est ça. Et donc, ça remet
ça remet au centre des choses, ça remet l'IA, ça replace, pardon, l'IA comme outil et comme quelque chose de technologique finalement. Et ça remet le contrôle dans la main de l'utilisateur. Pour leur dire que ces modèles-là ont été développés à partir de ressources, en fait. Et donc, ici, les élèves créent leur propre modèle et ensuite, ils peuvent programmer avec Scratch ou avec autre chose, un modèle où, quand tu montres un poisson rouge, le petit bonhomme à l'écran va vers la droite, il montre un poisson bleu, s'en va à la gauche ou autre chose. Il peut même incliner la tête et en vidéo, ils vont être capables de capter. Mais il y a de permettre à l'élève de voir que ce n'est pas nécessairement magique. Ça a été créé et donc, il faut savoir le maîtriser. Ouais. Et ça, c'est un projet que je trouve très intéressant et qui permet d'aborder les conversations par la suite. Alors, si nous, on a créé, et maintenant je montre un poisson vert, qu'est-ce qu'il va répondre? Et s'il répond, il est venimeux, ou s'il répond, il est comestible, mais il ne l'est pas. Finalement, en fait, votre activité, là, de ce que vous présentez, fait évoluer l'outil, et ce sont les élèves qui le font évoluer, oui. Et donc ils reprennent la main, et ils se rappellent que c'est eux les maîtres du jeu. C'est ça. Et on veut vraiment permettre aux enseignants et aux élèves d'avoir ces conversations en lien avec qu'est-ce qu'on fait de cet outil, de quelle façon on peut l'aborder, et de savoir que l'IA, ils peuvent eux-mêmes créer des modèles qu'ils peuvent contrôler. Mais alors, quand vous intervenez comme ça dans des classes, est-ce que l'enseignant, c'est un pro de la technologie ou pas forcément? Donc, en début, on va cibler des enseignants qui sont plus pro de la technologie, c'est certain, parce que ce sont ceux qui sont aussi les plus intéressés, les plus prêts à essayer des nouvelles choses. Mais ça, c'est vraiment un modèle avec des activités vraiment terre à terre qu'on peut faire et qu'on peut répéter dans toutes les écoles. D'accord. Élodie, je viens voir l'heure. Est-ce qu'on a des questions? Oui, alors, on a 2 questions. Donc, la première de Frédéric Lefray. En France, nous accompagnons déjà les CFA et les établissements supérieurs à utiliser l'IA pour la communauté éducative, que ce soit dans les cours, les évaluations de copies, les exercices personnalisés, les QCM, et pour les étudiants dans l'utilisation des enseignements et le tutorat. Quel est le taux d'adoption de l'IA dans les autres pays? Je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas dire dans chacune des salles de classe. Je peux dire que chez nous, au Canada, il y a beaucoup d'outils qui permettent de cibler les besoins des élèves et ensuite proposer des cheminements. Donc, c'est semblable un peu à l'IA, comme on avait parlé ici. Il y a des outils de ce genre-là qui sont utilisés quand même à assez grande échelle pour à l'avantage du jeune, quoi, pour lui permettre de mieux apprendre. Vous avez compris la question, Maurice? Sorry, the question. Sorry. Tu lui traduis? La question. La question. Tu peux la reposer, Elodie, pour tout la fin, en fait. Quel est le taux de... Alors, la fin, c'est le taux d'adoption de l'IA dans les autres pays en éducation. Project Erasmus or other background in your country, what is the average adoption rate of AI in the education system? That you know. Yeah, but in most countries, it's around 30%. Donc, il y a une réponse, 30%. D'accord. In Slovenia or in all the... Yeah. Okay. It's similar. Okay. Donc, en gros, en fait, en moyenne, c'est assez similaire en Europe, c'est ça? Maybe in French is the worst one. Sorry. Les Français sont les plus mauvais. Non, mais c'est pas mauvais, hein? Il faut faire attention. On est plus dans la traîne. On aime bien débattre en France, donc on débat beaucoup. Mais je ne trouve pas que c'est à la traîne, c'est de le faire avec soin et de s'assurer de ne pas sauter avant d'avoir bien compris les impacts. Et donc, mais c'est aussi parce qu'en France, en tout cas, c'est un débat très politique. Oui. Ça, c'est la débat scientifique, c'est pareil. Okay. Et Inan, en Irlande, c'était... Yeah, it's similar. Because the problem is that AI needs AI experts. I mean, AI in education. Okay. But then a lot of politicians or directors, they don't know a lot about AI, and they mostly talk then about ethical part, which is very important. Yeah. En gros, il n'y a pas beaucoup d'experts en intelligence artificielle dans le monde de l'éducation dans beaucoup de pays, et on a des politiques
c'est ça, qui étudie beaucoup l'aspect éthique de l'utilisation artificielle, et donc, et pas assez. But there are also other things, because of course ethics is very important in AI, and we know we have also several documents in EU, UNESCO, OECD, your Council of Europe, but we need to think about the pedagogical value of AI. Pedagogy is the most important, and when the teachers will have this knowledge, but also when we will have this content in curriculum, then also students will have a whole picture on this. And that's why we need to put in teacher training and also in curriculum. But if the decision makers, they are afraid of AI, then we can do it through the project, but not through the systemic approaches. Yeah, so. Oui, donc il y a des préoccupations qui sont compréhensibles et légitimes et que tout le monde soutient sur l'éthique de la donnée, l'éthique de l'intelligence artificielle, mais d'une certaine manière, ça occupe l'ensemble du champ sans aller jusqu'à des pratiques pédagogiques qui pourraient aider les enseignants ou les élèves dans un certain nombre de cas. Et en sous-conversation, il y a presque du coup les pratiques sauvages qui se développent. Ouais. Il y a un cadre éthique qui est répété, mais on ne peut pas tellement converger l'un avec l'autre. Pour pouvoir analyser, même d'un point de vue éthique, il faudrait justement que les décideurs politiques permettent ces expérimentations, et ensuite, ça nourrit aussi le débat éthique finalement. Une fois qu'on a mis en branle un peu les choses, on peut après faire un bilan éthique de ces outils finalement. But the result is that most people are then afraid of AI, not to try it and to see what is a positive part. Because we develop AI in education, that education will be, let's say, more efficient, more qualitative, and more, how to say, so effective and efficient, and quality is the most important. Yeah. So that's why it should be also part of the curriculum. On voit que le fruit de ce projet européen, c'était de rassurer sur le fait que utiliser l'intelligence artificielle, et à la fois, c'est des chiffres qui ont été donnés, la meilleure manière de se rassurer par rapport à ça, mais la meilleure manière aussi d'en tirer un avantage, comme les chiffres évoqués par le métier tout à l'heure, d'un transfert intéressant pour les enseignants et pour les élèves, dans le cadre éthique. Mais le cadre éthique en lui-même, c'est juste des grands principes, mais c'est pas... En fait, finalement, le cadre éthique, il faut se confronter aux techniques. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'il y a ce projet AI40 qui est un projet Erasmus. Il y a un autre que j'ai mis dans le chat qui s'appelle AI-M4. Donc, c'est deux projets Erasmus qui sont aussi centrés sur les enseignants. Le deuxième, c'est Portugal, Bulgarie, France et Italie. Et c'est aussi toujours des programmes pour travailler sur la formation des enseignants à l'intelligence artificielle. Et c'est un projet qui s'appelle Adaptive AI. Et c'est un autre cas où c'est une sorte de bac à sable pour que les enseignants utilisent un dispositif d'intelligence artificielle et qu'ils puissent vérifier ce qu'on appelle la boîte noire. Une partie de l'intelligence artificielle, c'est donc des algorithmes qui décident d'un certain nombre d'actions. Donc, comment ces décisions se font? Adaptive AI, c'est mettre, non pas une formation à MOOC sur comment fonctionnent les algorithmes, mais un bac à sable où l'enseignant va pouvoir créer des élèves, faire se comporter des élèves et voir du coup comment l'intelligence artificielle réagit et comment elle construit des parcours, elle en impose, construit des Donc, c'est deux outils de formation, deux outils de formation dans cette idée que voilà, tout il ne faut pas avoir peur, il faut faire, et en faisant, on voit ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, et bien sûr concret. Ok. Alors, en Slovénie, nous préparons maintenant le projet. Utilisons l'intelligence artificielle générative dans l'éducation. So, résultant de son cours, matériel électronique, parcours d'apprentissage, formation des enseignants
La coopération des diverses Yeah, facultés, écoles, instituts et externes. extrêmement partie. Et donc, c'est des résultats qui sont attendus pour quand? Là, maintenant? Non, ces projets, 2024, 2026. nous allons commencer maintenant. Donc, on va vous suivre de près pour Donc ça. ça, c'est la technique Oui. d'intelligence artificielle qui est derrière ChatGPT, les larges modèles de langage. Donc, il y a une expérimentation qui est faite en Slovénie pour utiliser ces modèles de langage dans une application éducative, mais je n'en sais pas plus. Ok. Élodie, parce qu'il est tard, je suis désolée, on dépasse un peu. Autre question. Il y avait une autre question? Alors, à partir de quel âge introduire l'IA auprès des jeunes? Très bonne question. L'IA, elle est introduite auprès des jeunes, veut pas, même dans un très jeune âge. Hein. Les enseignants peuvent poser des questions à ChatGPT ou autres outils. Ils peuvent leur poser des questions, genre, pourrais-tu créer un jeu qui va permettre aux élèves de bien différencier entre les majuscules et les minuscules? Et là, l'élève va créer un jeu qu'ensuite l'enseignant va animer auprès des élèves, mais tout le travail de créer des petites cartes, de les imprimer, de les laminer et tout ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées avec l'utilisation de l'IA. Et donc ça, c'est pas en contact immédiat avec un élève de Oui, je maternelle. dirais pas après le niveau de maternelle. Adaptive Math, donc, qui a été acheté par le ministère de l'Éducation pour tous les cycles 2, toutes les classes en France, les Ça cycles part 2, c'est à partir du CP. CP, CP, C1, C2. Et donc là, c'est des maths sur les programmes de primaire avec des algorithmes très partout, très méthodeurs. Tous les enseignants peuvent identifier, charger. Ouais, et puis c'est gratuit, allez voir. Je fais bien pub, hein, mais c'est vrai, on a fait une conférence que vous pouvez retrouver sur le site du Café Pédagogique dans la partie blog Terrain Innovant. Il y a le compte rendu de la conférence et le lien vers la vidéo qui en parle justement. C'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Une autre question, Élodie? Qu'est-ce qui vous semble pertinent d'intégrer dans un module d'auto-formation s'adressant à l'ensemble des étudiants de l'université pour les sensibiliser aux questions liées à la compréhension ainsi qu'à l'utilisation technique et éthique de l'IA? Mais là, si ça existait, ça serait fantastique. Hein? Peut-être que dans le MOOC, il y a des réponses, mais nous, la même étude que j'ai citée tout à l'heure, il y a 72% de nos étudiants au Canada qui disent ou qui réclament des formations pour leur montrer comment utiliser l'IA. Donc, les élèves eux-mêmes savent qu'ils sont en besoin de formation pour être capables de maîtriser l'outil. D'accord. Donc, c'est un peu, ça revient à la question. Ouais. Je ne sais pas si dans le MOOC, il y avait des réponses ou non, mais... Oh. Oh, Sorry. In the MOOC, to use AI or teach AI, what are the key points that you use to do this training? The best way is also to open the textbook. Il faut ouvrir le textbook et toutes les réponses sont dedans. There is much text, but maybe the most. Et le lien a été partagé. Ça a été partagé. Ah, voilà. But here is the objectives are for so we can. En fait, oui, il y a tout. On vous invite à ouvrir le lien. Il y a tout. Super. Voilà. Voilà, les recherches. Recherche de l'innovation. Ouais. J'aimerais Personnellement. de la Il y a- question écouter, parler, écrire. Il y a même une partie sur l'IA générative. Comme il est tard, Élodie, une dernière question. Alors, est-il possible pour un enseignant français de se rendre en Slovénie, par exemple, en stage professionnel, pour observer des expériences de l'IA dans les classes? Connaissez-vous des enseignants de mathématiques ouverts à un accueil? Alors, oui, Erasmus. Hein. Ouais, je pense que c'est Erasmus. Il faut vous renseigner auprès de votre rectorat, de votre DSDEN, pour voir dans quel cadre vous pourriez, justement, si vous avez un projet, aller voir ce qui se passe du côté de la Slovénie, par exemple. From Slovenia. Et Big time, from France. Maurice Compel. Oui, mais en France, l'université de Nantes Des partenaires. And I forgot the institution from. So the partner in the project was University of Nantes. They prepared this textbook, but also I will just check. En fait, oui. So you have, I mean, you have enough
professional in France. But Donc, of finalement, course, we invite them to come. c'est avec plaisir qu'ils vous recevraient. Mais finalement, comme c'est un programme Erasmus où la France était partie prenante, à l'Université de Nantes, vous aurez toutes ces réponses aussi. Il n'y a pas besoin. Je ne suis pas sûre que le programme Erasmus financera donc un départ en Slovénie. C'est India. Ah, c'est Iria. Iria. D'accord, pardon. Yeah, Et voilà. Donc, il y a de quoi faire en France. Super. Donc, il y a une demande, je finis la question. Oui. It's a group of teachers that want to have an Erasmus with Slovenia, and they are looking for some school or some teacher. Okay. So, vous pouvez partager votre demande si vous mettez, je ne sais pas, vous envoyez un mail au café. Oui, voilà, on on va fera la la connexion. au café et on Voilà. mettra en lien avec vous. Avec plaisir, au contraire. Yeah, nous Ça avons peut être ce soir l'école en Slovénie. Ok, bah, ce serait génial. Si ça peut initier des échanges comme ça, une ouverture. On arrête, Élodie? Oui. Merci beaucoup. On se voit. Je ne me rappelle plus de la date, Élodie. On l'a fixée, mais j'ai oublié. C'est fin février. On l'a je fixé pour le 28 février. Alors, pour certains, ce sera la période des vacances, donc on compte quand même sur vous. Le café pédagogique, comme vous le savez, se cale sur les vacances parisiennes. Et on sera en vacances, donc on est les premiers à partir, vive les JO, en vacances cette année aussi. Donc, à très bientôt. Le compte rendu de la conférence d'ici 2 semaines sur le site du café pédagogique et vous le retrouvez aussi sur le blog qui est hébergé sur le site du café pédagogique. Vous avez une petite encart, le blog des terrains innovants. N'hésitez pas à y aller. Et la vidéo aussi, le lien vers la retransmission de cette conférence, de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Recommander de dévier du standard, mais Voilà. Au revoir. Au revoir. simplifier.